Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résoudre un sujet de type bac consacré sur la physique, un sujet extrêmement pertinent que j'attire votre attention à pouvoir suivre. Et si tu es une nouvelle personne sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Cela nous aide beaucoup à pouvoir faire plus de vidéos avec vous. Le sujet comprend une théorie et la pratique. Au niveau de la théorie, première question, de citer quelques applications de la radioactivité. Et en deux, définir les termes induction électromagnétique, projectile et transmutation nucléaire. Et en trois, on dit de quelle altitude doit-on s'élever pour que l'intensité de la pesante diminue de 1% de sa valeur au sol. Sa valeur Z0 au sol. On donne le rayon terrestre. En pratique, on donne G égale à 10 mètres par seconde carré. Une gouttière ABCO sert de parcours à un solide supposé ponctuel de masse M égale à 0,1 kg. Le mouvement a lieu dans un plan vertical. Cette gouttière est constituée d'une partie circulaire AB lisse de centre I et de rayon R égale à 1 mètre et tel que AI est perpendiculaire à IB. D'un tronçon rectiligne BC lisse, d'une partie circulaire CDCO non lisse de centre I' de même rayon R que la partie AB et dont l'intensité de la résultante des forces de frottement F vecteur supposée constante sur la partie CO est proportionnelle au coefficient de frottement K tel que le coefficient de frottement égal à ce rapport égal à 0,50, soit I'(C) et IO égale à alpha égale à 60 degrés. 1. Mouvement sur la partie circulaire AB. Le solide est lancé en A avec une vitesse verticale dirigée vers le bas et de norme VA égale à 4 mètres par seconde. 1A établit l'expression littérale de la vitesse Vm du solide à M telle que IM égale à bêta égale à 30 degrés en fonction de VARG et bêta. Calculez numériquement Vm. 1B, en déduit la valeur de la vitesse VB du solide au point B. 2. Le mouvement sur la partie rectiligne BC. On donne BC égale à 1 mètre. On suppose que le solide arrive au point B avec VB égale à 6. Déterminer la vitesse VC du solide au point C. En C, cette vitesse dépend-elle de la distance BC? Justifiez la réponse. 2B. Quelle est alors la loi dynamique qui est vérifiée? Énoncez cette loi. Mouvement sur la partie CO. Le solide aborde maintenant la partie CO. 3A. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'expression de sa vitesse VO au point O s'écrit VO égale à la grande racine de FR sur MK moins GR cos de θ. 3B. Faire l'application numérique sachant que F égale à 0,45 Newton. 4. Mouvement au-delà du point O. En haut, le solide quitte la piste avec VO et les points A, B, C, D sont alignés. 4A. Établir littéralement les équations paramétriques du mouvement et montrer que l'équation cartésienne de la trajectoire du solide dans le repère DIK est de la forme Z de x égale à px carré plus qx plus r où pq et r sont des constantes à déterminer. 4B. Déterminer la hauteur grand HS atteinte par le solide au-dessus de l'horizontale BCD. 4C. Calculer l'abscisse XE du point d'impact E. Alors, le schéma est donné. Cette partie sera circulaire, mais sans frottement. Cette partie sera aussi rectiligne, sans frottement. Mais sur la portion CO, il y aura ici les frottements. Arrivé en haut, il y aura donc un projectile qui viendra toucher le sol à ce niveau. Le sujet de parle des oscillations électriques forcées. De 1, on branche un voltmètre au bord d'une source de courant alternatif sinusoïdal de fréquence C4 Hz. Il indique une tension de 220 volts. Donnez l'expression de la tension instantanée UDT en prenant comme origine des temps l'instant où cette tension passe par son maximum.
2. On constitue un circuit en disposant en série avec la source un conducteur ohmique de résistance R1, une bobine de résistance R2 et d'inductance L et un ampèremètre. L'ampèremètre indique I égale à 3,5 ampères. Un voltmètre indique I1 égale à 140 volts au bord du conducteur ohmique et ID égale à 121 volts au bord de la bobine. Le schéma est donné. Ça, c'est la source de tension alternative UDT en fonction du temps, la tension instantanée. Ça, c'est la résistance, la tension au bord de la résistance. Ça, c'est la masse, la prise de terre. Ça, c'est la bobine résistive qui est alimentée par la tension UD, ici l'ampèremètre, et ce sont les points de jonction. 2A. Exprimer les impidances Z1, Z2 et Z en fonction des données expérimentales I, U1, UD et U. Exprimer R1, R2, L oméga en fonction de Z1, Z2 et Z. 2C. Calculer les valeurs de R1, R2 et L. 2D. Écrit l'expression IDT de l'intensité instantanée. 3. La tension de la source restant la même, on ajoute en série dans le circuit précédent un condensateur de capacité C. 3A. Quelle doit être la capacité normalement? Quelle doit être la capacité C pour que l'intensité efficace soit la même que dans la question de ça veut dire qu'il prend la valeur I égale à 3,5 ampères. Et en 3B, donnez alors l'expression IDT de l'intensité instantanée. Le sujet 3 porte sur la radioactivité de la détection du carbone 14 qui est radioactif de type bêta-. On dit le carbone 14, isotope du carbone 12 est émetteur bêta-. On demande d'écrire l'équation de la réaction tout en se servant du tableau périodique des éléments. Et ensuite, nous allons citer les lois qui vont résulter lors de l'équilibration de cette réaction. Et 3, vous voulez déterminer l'âge de la maison de votre arrière-grand-père à l'aide d'un appareil approprié. Vous mesurez l'activité A de carbone 14 contenue dans le bois de la charpente. Une revue scientifique vous produit la valeur A0 de l'activité de ce bois au moment de la construction de la maison. En calculant le rapport A sur A0, vous trouvez 0,98. La demi-vie du carbone 14 vaut 5570 ans. Déterminez l'âge de la maison en question, d'après Dr René Physique. Alors, au niveau de la théorie, dans la première question théorique, on nous demande de citer les applications, quelques applications de la radioactivité. Vous devez comprendre que la radioactivité a vraiment beaucoup d'applications, mais nous allons énumérer certaines applications. À vous de faire au moins 2 choix, et voilà, le reste, tu peux laisser. Donc, 2 choix suffisent largement pour pouvoir répondre à cette question. Donc, la radioactivité, comme vous le voyez, d'abord, c'est la décomposition spontanée d'un noyau père X en un noyau fils Y avec émission d'une particule. Ça, c'est ce qu'on définit comme la radioactivité, parce que radio égale à rayonnement, activité donc égale à instabilité et désintégration. Dans les applications de la radioactivité, la première application, c'est dans la médecine et en biologie. Vous savez, surtout si on veut traiter le cancer, il faut la radiothérapie. Il faut traiter les cancers là par les rayons gamma. Il faut cibler et bombarder les cellules cancéreuses à l'aide des rayons gamma. Même quand, par exemple, une personne a des fractures, on peut faire sa radiographie avec les rayons X. Même le scanner utilise aussi les rayons X, donc c'est très important. Ensuite, dans l'agronomie et aussi l'agroalimentation, on peut essayer de doper. C'est un fruit
de booster leur reproduction. On peut donc faire des traitements antigerminatifs très puissants au niveau par exemple des pommes de terre. On peut également conserver des denrées. On conserve les denrées pour ne pas que ça soit infecté par des microbes. On peut bombarder ces microbes par des rayonnements gamma. Qui parle de rayonnement parle en fait d'énergie, et qui parle d'énergie parle de chaleur, vous voyez. Dans l'industrie, voilà, on peut contrôler la soudure des cuivres. Par exemple, au niveau des réacteurs sous-marins, il y a souvent la réaction de fission qui se produit là-bas grâce à l'uranium. Et on peut contrôler ces cuivres-là, parce que si ces cuivres-là se percent, la désintégration peut provoquer une explosion de la cuivre et exploser même la cité en question. C'est pourquoi on peut contrôler grâce à la gammagraphie, ça veut dire à l'étude des rayons gamma ou encore par exploration avec les rayons X. La bêta-graphie permet aussi quelques examens tels que l'examen d'objets minces, contrôle d'épaisseur, contrôle de la monnaie, ainsi de suite. Mais dans l'armement, comme nous le savons, on peut produire des armements nucléaires, des missiles nucléaires, les bombes atomiques grâce à l'uranium ou bien au plutonium, ou bien les bombes à hydrogène. Voilà. On peut également utiliser surtout dans la production de l'énergie électrique, par exemple dans les centrales nucléaires à uranium, telles qu'en Ukraine et dans certains pays, ils utilisent les centrales nucléaires. En deux, nous allons définir quelques termes. Induction électromagnétique. En fait, le phénomène d'induction, c'est quoi? C'est quand on prend une bobine, on provoque l'apparition d'un courant dans cette bobine, tout en faisant varier un flux magnétique à travers cette bobine-là. En réalité, la variation du flux consiste à prendre un aimant et bouger l'aimant auprès de la bobine. Quand l'aimant bouge, l'aimant envoie un flux, un nombre important de champs magnétiques dans la bobine. On parle de flux de champs magnétiques. Maintenant, quand ce flux varie dans la bobine, ça provoque l'apparition d'un courant induit. Ça, c'est la définition du phénomène d'induction. Le projectile, c'est quand tu vas projeter un corps dans l'air. Et ce corps-là ne sera soumis qu'à la seule action de son poids. Vous voyez? Cependant, quand on prend son centre d'inertie peut décrire une trajectoire, par exemple rectiligne, si par exemple il est en chute, ou bien une trajectoire parabolique lorsqu'on l'a lancé avec une vitesse faisant un angle alpha par rapport à l'horizontale. Alors la transmutation nucléaire, c'est une réaction nucléaire provoquée. Okay? C'est presque l'inverse de la radioactivité, mais ce n'est pas forcément la même chose. En fait, la transmutation, c'est quand on prend un noyau. Le noyau là, on le bombarde avec la particule alpha. Et vous devez comprendre que la particule alpha, c'est l'hélium 42He. Quand on prend un noyau comme l'aluminium, on le bombarde avec l'hélium, on va obtenir le phosphore et le neutron. Cette réaction est appelée la transmutation. En 3, on demande de calculer l'altitude H pour laquelle le champ de pesanteur G diminue de N% de sa valeur G0 au sol. Ici, quand on nous pose une telle question, l'étude se fait à une faible altitude. Il faut décortiquer. G diminue de N% de sa valeur G0 au sol. Ça veut dire quoi? Premièrement, que veut dire N% de sa valeur G0 au sol? Ou bien, que veut dire G0 au sol? En fait, au sol, nous le savons bien, G égale à G0. Maintenant, quand on dit N% de la valeur de G0, ça veut dire c'est N% de G0. Vous voyez? Maintenant, quand on dit G diminue de N% de sa valeur au sol, c'est que G là, sa valeur au sol, c'est G0, diminue de N% encore de G0. Il suffit de mettre G0 en facteur. Et N% égale à N sur 100, tu vas trouver cette valeur. Cependant, à cette expression donnée, nous sommes à une faible altitude. Donc, tu prends d'abord l'expression de G à une altitude donnée. Tu pouvais prendre ça, tu vas égaler les deux expressions, ça donne. Mais il faut comprendre qu'à une telle expression, nous sommes à une faible altitude. Il faut mettre RT en évidence, tu simplifies. Il y aura G0, il y aura 1 en haut. Et maintenant, ça va rester 1 plus H sur RT en bas. 1 plus H RT au carré là, tu les fais monter. Ça va devenir 1 plus H sur RT à la puissance moins 2. Et 2 là, tu fais descendre. Comme dans les calculs d'approximation, tu vas trouver G sensiblement égal à G0, facteur de 1 moins 2 H sur RT. Ça, c'est valable que pour une faible altitude. Et maintenant, tu vas égaler les deux expressions. Tu sais bien que G égale à G0, 1 moins N sur 100 et aussi G0 égale à la deuxième expression.
Si G égale à G, c'est que ça égale à ça, ça égale à ça, 1 égale à 1, moins égale à moins. Donc 2H sur RT égale à N sur 100. Tu peux trouver H en fonction de N. Si tu remplaces RT par 6400, on va trouver 32N, exprimé en kilomètres. Dans la pratique, on va étudier la mécanique d'un solide qui va glisser sur une gouttière. La gouttière comprendra les parties A, B, C et O. La partie AB sera circulaire, BC sera rectiligne et CO sera ici également circulaire. Le mouvement du solide sur AB se fera sans frottement, sur BC sans frottement, mais sur CO se fera ici avec frottement. Et au-delà de O, le solide va sauter pour entrer en contact en un point E. Donc, si nous voulons faire l'étude, les données sont déjà présentes. Et au niveau de CO, le coefficient de frottement égale à la force sur la réaction normale et les frottements sont donnés parce qu'il y a les frottements. Si tu veux aborder ton étude, il faut d'abord préciser le système à étudier. C'est un solide S. Le référentiel sera galiléen. Et le repère que tu vas choisir, ça sera le repère OIK sur la portion BC parce que c'est rectiligne. Et au-delà de O, ça veut dire dans ce champ de pesanteur, on va associer le repère DIK. Donc, on va utiliser ce repère-là. Mais dans les portions circulaires AB et CO, on va utiliser la base de Freinet. Et les forces appliquées sera le poids et la réaction sur toute la glissière. Alors, sur la portion AB, qu'est-ce que nous remarquons? Sur la portion AB, le solide va glisser à l'intérieur de la sphère. Donc, le poids sera vertical vers le bas et la réaction reste confondue à la normale. L'angle bêta est formé entre A et le point M. Donc, la hauteur sera donc formée entre A et M. Vous voyez, si par exemple, le solide avait quitté de B pour venir à M, la hauteur est formée entre B et M, mais il est quitté de A pour venir à M, donc la hauteur est là et l'angle est là. Si on met bien la hauteur, on met l'hypoténuse qui est là, MI, on regarde la bêta est formée, donc ça veut dire que H est le côté opposé, et de M jusqu'à I, c'est le rayon, donc ça sera le côté opposé. Si j'applique sinus, je vais dire sinus de bêta égale à H sur R, donc H égale à R sinus de bêta. En plus, la réaction reste confondue, bien sûr. Tu associes la normale, ça c'est la normale. Après, tu associes la tangente. Tu trouves les coordonnées du poids. Le poids sur la tangente, c'est pied tangentiel. Le poids sur la normale, c'est pied normal. Vous voyez? Maintenant, avec le poids normal, il faut faire attention avec les angles. Vous remarquez que l'angle là n'est pas formé entre la verticale et le point ici. Et la droite MI. Si l'angle était formé entre la droite MI et la verticale IB, dans ce cas, le poids PN, on allait mettre l'angle ici. Mais comme l'angle est formé entre l'horizontale ici, AI, et MI, bêta, dans ce cas, l'angle bêta est formé à ce niveau, de telle sorte que PN soit le côté opposé et P tangentiel soit le côté adjacent. Si l'angle était formé à ce niveau, entre MI et IB, on allait prendre PN comme le côté adjacent, l'angle allait être là, et PT le côté opposé, l'angle allait être là. Comme il n'y a pas de frottement, la réaction reste confondue sur la normale, et ici c'est la tangente. Alors on me demande dans la partie circulaire AB d'exprimer la vitesse en M en fonction de V, A, G, R et θ et bêta. Donc il faut appliquer l'énergie cinétique entre A et M. Vous voyez, la somme des travaux, c'est le travail du poids. Comme la réaction est perpendiculaire, c'est 0. Le travail du poids, c'est mgh. H, on avait dit R sinus bêta. Donc tu vas trouver seulement que mgh sinus bêta. Et la variation, c'est l'énergie finale en M et l'énergie en A. Donc tu vas mettre 1 demi de M en facteur, tu vas égaler par mgr sinus, les M vont se simplifier, tu envoies 2 par là. Tu peux envoyer VA de l'autre côté, tu vas trouver ça. Si tu tires, donc tu trouves la valeur qui est là. Ça c'est simple. Hein? Après on me demande de faire l'application, il faut remplacer juste les valeurs. En plus, on me demande de calculer la vitesse en B. Il faut comprendre quoi? Vous voyez, le solide est là, de A jusqu'à M, c'est l'angle bêta. Maintenant, quand il quitte de A jusqu'à M, l'angle formé, ça sera pi demi.
ce sera 90 degrés. Donc, quand le solide qui est en M arrive en B, l'angle formé est égal à 90 degrés. Et si l'angle formé est égal à 90 degrés, sinus de bêta égale à 1, donc VB prend une nouvelle valeur, il faut remplacer bêta par 1, donc il va trouver 6. Maintenant, c'est avec 6 là, il va aborder la partie circulaire rectiligne BC. Mais sur la portion rectiligne BC, il n'y a pas de frottement. Donc sur la portion rectiligne BC, vous remarquez très bien, sur BC, comme il n'y a pas de frottement, le poids et la réaction resteront perpendiculaires au déplacement. C'est uniquement la vitesse, on va voir ici. Alors, on applique le TEC entre B et C, ça va donner la variation, la somme des travaux. La variation, c'est l'énergie en C, VC carré moins VB carré, vous voyez. Et maintenant, la somme des travaux, le poids, la réaction. Mais le travail du poids égale à 0. Donc, pourquoi égal à 0? Parce que H égale à 0. Quelqu'un pouvait dire non, le poids est perpendiculaire au déplacement. Je vous déconseille de le faire. Le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Ça dépend que de la hauteur. Si la hauteur est nulle, le travail du poids est nul. Donc, il faut raisonner en fonction de la hauteur. Pardon. Le travail de la réaction est égal à 0 aussi parce que la réaction est perpendiculaire. Donc, franchement, la somme des travaux est égale à 0. Donc, la variation aussi est égale à 0. Les vitesses sont les mêmes. Si la vitesse est la même, cela veut dire que, voilà, que le solide sera comment? On remarque que la vitesse VC est indépendante de la distance BC. Même si la distance va s'augmenter, le travail la vitesse va rester toujours la même. Vous voyez, parce que les forces se compensent. Donc, voilà. Et si le solide, les forces se compensent, le solide est dit pseudo-isolé. Et si un solide pseudo-isolé où il roule avec une vitesse constante, quelle est la loi qui peut être justifiée? C'est le principe d'inertie. C'est le principe d'inertie qui justifie cela. Et le principe d'inertie va dire que dans un référentiel galiléen, le centre d'inertie d'un solide isolé ou pseudo-isolé peut être au repos s'il est immobile. Donc si le solide est immobile, il est au repos, sa vitesse est nulle, mais il peut être aussi animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Dans ce cas, quand il est en mouvement. Donc la deuxième partie obéit à ce qu'on vient de faire précédemment. Donc, c'est grâce au principe d'inertie, on dit le mouvement est uniforme. Et si le mouvement est uniforme, la vitesse garde la même valeur du début jusqu'à la fin. On aborde la portion CO. Dans la portion CO, vous le voyez, c'est circulaire. Après, de haut, il va sauter pour entrer en contact en E. Mais sur la portion CO, comme il y a les frottements, il faut faire attention. Arrivé en haut, on va représenter le solide ici. Il faut d'abord mettre la normale. Après, tu mets la tangente. La normale et la tangente sont perpendiculaires. Et la vitesse est représentée sur la tangente. Ok? La vitesse en haut est représentée par V0. Le poids est là. Maintenant, le poids aura des coordonnées. Le poids sur la normale, Pn, et le poids sur la tangente, P tangentielle. Vous voyez? Maintenant, ici, là, la droite I''O fait un angle alpha avec I''C. N'est-ce pas? Donc, dans ce cas, le poids Pn qui est là va faire un angle alpha aussi par rapport à la normale. Donc, Pn devient exactement le côté adjacent. Et Pt reste le côté opposé. Ça, c'était le poids. Maintenant, ici, il y a les frottements. Donc, s'il y a les frottements, la réaction va se décomposer. Donc, la normale qui est IO', la réaction normale reste sur la normale. Maintenant, la tangente, la vitesse est représentée. Après, quand on projette derrière, il y a P tangentielle. Ça, c'est la tangente qui va comme ça. Là. Maintenant, sur cette tangente-là, il faut représenter la force de frottement ici, F. Donc, la force de frottement F est là, sur la tangente. La réaction normale est là. Donc, si tu projettes la réaction normale, tu projettes la tangente, ça se coupe ici, c'est la réaction. Donc, la réaction va s'incliner par rapport à la normale ici. C'est comme ça qu'on fait le chemin sur une portion circulaire. Donc, c'est la tangente qui représente la partie rectiligne au niveau des plans inclinés. Alors, comment on calcule la hauteur H qui est là? Pour trouver la hauteur H, cette hauteur H va nous aider aussi au niveau des projectiles parce que le projectile prend départ en haut pour entrer en contact en E. Donc maintenant, de haut jusqu'à D qui est origine du repère, DO, c'est une hauteur initiale et la projection correspond à grand H. Regardez très bien le chemin. Donc vous allez dire I''C, c'est le rayon petit r. Donc I''C égale à IO' plus O''C. Maintenant, O'C c'est H
I', c'est R. Donc, R égale à I'O' plus H. Donc, H égale à R moins I'O'. Mais I'O' avec le triangle IO' et O, l'angle au sommet, c'est alpha. Donc, I'O est le côté adjacent. On applique cos. Donc, on finit par trouver que H égale à IC' moins IO'. Hein, IO'. Donc, ça sera R facteur de 1 moins cos alpha ici. Donc, la hauteur qui est là, c'est R cos alpha et même hauteur ici. Alors, dans cette portion, comme il y a les frottements, on me demande d'appliquer la deuxième loi de Newton pour montrer que la vitesse égale V en haut égale la racine de FR sur M fois le coefficient de frottement K moins GR cos de alpha. Donc, il faut appliquer la deuxième loi de Newton. La somme de force égale à M fois A, poids plus réaction. Maintenant, il faut projeter sur la normale. Sur la normale, tu as P normal plus R normal. La réaction normale égale à M fois A normal. A normal égale à V en haut au carré sur R. Tu laisses ça. Mais on avait dit que P normal devient le côté adjacent. L'angle était alpha, donc on a moins mg cos alpha plus R normal. Vous voyez? Donc, tu tires mv0 et tu peux envoyer R normal devant. Mg reste par là. Ça veut dire que tu inverses quoi. Tu vas trouver ça. Mais on sait bien que le coefficient de frottement K, c'est la force de frottement sur la réaction normale. Donc si tu tires la réaction normale égale à F sur K, tu remplaces ici, tu vas trouver l'expression là. C'est ça seulement on va manipuler pour revenir à ça. Donc on va trouver ça jusqu'à 1, on trouve l'expression. On me demande de faire l'application numérique, il faut remplacer les valeurs, tu vas trouver 2. On a une notion sur la hauteur qu'on avait dit c'est R cos alpha, si vous vous souvenez de ça. Maintenant, le projectile va partir du point O, ici. En haut, il y a une hauteur initiale H, Z0 donc égale à H, parce que nous sommes dans l'axe Z et X, puisqu'on a DIK. DIK, donc on a l'axe Z ici, on a l'axe X. Donc Z0 est connu. Z0 égale à D0 égale à H égale à R facteur de 1 moins cos alpha. Mais quand on vient au sommet, jusque-là, c'est la flèche. Ok? Et si on quitte de D jusque-là, c'est la portée aussi. Donc, on doit faire attention avec ça. On va étudier le mouvement du point G dans le champ de pesanteur. On demande dans la première question d'établir les équations paramétriques. Il faut d'abord appliquer la deuxième loi de Newton. La somme de force reste égale au poids, égale à mg. A égale à G est une constante. Tu dis le mouvement est varié. Tu établis l'équation OG égale à 1 demi de GT carré plus TV0 plus OG0. Maintenant, tu projettes dans le repère ROIK. Maintenant, tu prends d'abord l'accélération. Tu dis AX égale à 0, AZ égale à moins G parce que 1, le projectile étant lancé au sol, mais l'axe Z était orienté en haut et l'axe X était par là. C'est pourquoi on a mis moins G. Mais si l'axe était renversé, Z renversé ou bien Y renversé, alors AZ ou bien AY égale à G. Il faut faire attention là-bas. Après, la vitesse initiale faisait un angle alpha. La vitesse initiale faisait un angle alpha. Donc V0x est là, V0x et V0y. V0 fait un angle alpha, donc ça revient égal à donc V0 cos alpha et V0z, V0 sinus alpha. Et maintenant, OZ0, c'est la partie initiale, quoi, le point de départ. X0 est nul, mais Z0 existe égal à H, comme j'avais dit, égal à DO aussi, égal à 1 moins R cos alpha. Établir les équations paramétriques, tu viens à ce niveau. Tu dis X d'abord. X, tu reviens ici. Tu dis X égale à 1 demi de Zx ou bien AX fois T carré plus V0X plus X0. Comme AX égale à 0, la partie là égale à 0, plus V0X fois T. V0X égale à V0 cos alpha. Donc tu auras V0 cos alpha fois T. X0 égale à 0, donc ça va rester V0 cos alpha fois T. Après, Z de T égale à 1 demi de ZZ ou bien AZ de T carré, mais AZ égale à moins G, donc moins 1 demi de GT carré plus V0Z. V0Z c'est V0 sinus fois T et Z0 égale à R facteur de 1 moins cos. Tu vas trouver ça. En plus, on dit montrons que l'équation cartésienne de la trajectoire s'écrit sur une équation du second degré. Il faut d'abord prendre les équations horaires, comme dans les projectiles, tu tires xt dans x monte, v0 cos alpha reste en bas, tu remplaces ici,
tu vas trouver l'expression là. Maintenant, x au carré égale à x carré, v0 carré, cos carré alpha. Plus maintenant, v0 se simplifie, ça sera x tangent alpha plus r cos. Maintenant là, tu prends ça, tu fais une comparaison. Par comparaison, P égale à ça, Q égale à tangent alpha et C égale à R. Voilà, on va trouver l'expression qui est là. Après, on me demande de trouver la hauteur HS atteinte par le projectile. HS ici, c'est la flèche. Mais regardez bien le chemin. La flèche, c'est de S jusqu'au sol. Donc, c'est la distance qui est là, plus la hauteur initiale. Donc, ça sera la flèche proprement dite, ici, plus grand H aussi. Il faut d'abord comprendre que quand le projectile arrive au sommet S, sa vitesse V se résume à Vx. Sa vitesse Vz égale à 0. Pourquoi? Parce que la vitesse devient parallèle à l'axe des X. Si V se résume à Vx, ça veut dire que les autres coordonnées sont nulles. Ça veut dire que Vz égale à 0. Mais Vz égale à la dérivée de Z par rapport à... Mais il faut maintenant prendre l'équation de Z qu'on avait déterminée dans les équations horaires. Tu dérives ça, tu vas égaler à 0. Maintenant, quand tu vas égaler à 0, comme ici, voilà, tu vas trouver moins Zt plus V0 sinus alpha. Tu vas trouver le temps. Le temps là, tu remplaces encore dans Z. Si tu remplaces dans Z, Z prend la valeur H de S. C'est ce qu'on a fait. On a dérivé, on a trouvé le temps. Après, on a remplacé dans Z. Et ça devient donc H de S. Ici, on va calculer minutieusement. On aura G carré, V0 carré, sinus carré. Maintenant, il y a G carré et G, ça va se simplifier. Il y a 2 qui vient par là, ça devient 2G avec le moins. Ici, V0 carré, sinus carré sur G, on va trouver cette expression, plus ça. Maintenant, ici, on a 2G, ici, on a G. Donc, il faut, pour avoir 2G, je mets 2 en haut, 2 en bas. Donc, ça, moins V0 et 2V0, ça va rester V0 maintenant sur 2G. Vous voyez, non? Maintenant, j'oublie pas d'ajouter plus R facteur de 1 moins cos alpha. Et je pourrais donc faire l'application numérique. L'application numérique me donne 0,65. Après, on me demande l'abscisse de son point d'impact. Il faut comprendre au point d'impact, c'est-à-dire en E, X va se résumer à X de E. Après, Z se résume à Z de E, qui est égal à 0. Du coup, on prend l'équation de la trajectoire, on remplace X par XE et on va égaler à 0. On fait l'application numérique ici pour réduire bien. Si on prend 2 au carré, cos de 60 égale à 1 demi, 1 demi au carré égale à 1 quart, 2 au carré égale à 4, ça va se simplifier, ça va rester 2, 10 demi égale à moins 5. Après, tangente de 60 degrés égale à sinus de 60 racine de 3 sur 2 sur cos de 60 1 demi, ça va rester racine de 3 xe. La partie là c'est 1 demi moins 1 égale à 0,5 fois 1, 0,50. Après maintenant on passe par le discriminant delta. La première valeur est à calculer, mais la deuxième valeur va trouver une valeur négative, on rejette. Et voilà, on se propose de résoudre cet exercice pertinent sur l'électricité. C'est la deuxième partie. Franchement, cet exercice, il faut prêter attention, ça peut venir au baccalauréat. Alors, on a un circuit, on a alimenté une source, on a trouvé que la tension efficace égale à 220 volts. En plus, on me dit d'établir l'expression de la tension instantanée, sachant qu'à l'origine, la tension atteint son maximum. Alors, il faut d'abord dire que la tension instantanée en courant alternatif, c'est une fonction sinusoïdale qui s'écrit ut égale à um cos de oméga t plus phi. Vous voyez? Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de chercher chaque valeur oméga et phi. Oméga, comme la fréquence est donnée, c'est égal à 2 pi fois la fréquence, égal à 2 pi fois 50, égal à 100 pi radians par seconde. Après, U max. On sait bien que U efficace égale à U max sur racine de 2. Si tu tues U max, tu vas trouver 220 racine de 2. Maintenant, pour avoir la phase phi, il faut appliquer les conditions à l'origine. À l'origine, on avait dit que la tension devient U maximale. Mais encore, il faut prendre l'expression instantanée ici. Tu remplaces T par 0 ici. Ça va rester UT égale à UM cos de phi. Donc, on aura UT égale à UM cos de phi
en plus UT aussi égale à UM. Tu peux égaler les deux UT. Tu auras UM égale à UM cos de phi égale à 1, ce qui veut dire phi égale à 0. Donc on connaît UM, on connaît oméga, on connaît phi, on vient, on remplace. Donc on aura UT égale à 220 racine de 2 fois cos de 100 pt. En 2 maintenant, on va utiliser cette tension, ça veut dire de valeur efficace 220 volts, de fréquence 50 Hz, de pulsation donc 100 pi radians par seconde, pour pouvoir alimenter un dipôle constitué en série d'un conducteur ohmique de résistance R1 et d'une bobine de résistance R2 et d'inductance L. On mesure l'intensité, on trouve 350, et on mesure la tension au borne de la résistance, c'est 140, au borne de la bobine résistive, c'est 121. On me demande d'exprimer les impédances Z1, Z2 et Z en fonction de IU, UD, U1, UD et U. Bon, il faut donc reproduire le schéma de montage, c'est déjà donné dans l'exercice. Il suffit d'appliquer la loi d'Ohm courant alternatif, U égale à l'impédance fois l'intensité. Chose. Au borne du circuit, tu fais également la même chose. Maintenant, on me demande d'exprimer les résistances R1, R2 et L oméga en fonction de Z1, Z2 et Z. Il faut appliquer les lois des impédances. Au borne d'un conducteur ohmique, l'impédance se résume à la résistance en conducteur ohmique. Donc, son impédance égale à R1, donc R1 égale à Z1. Mais au borne de la bobine R2L, son impédance c'est racine carrée, parce que c'est un dipôle RL, quoi. R2L, donc son impédance Z2 égale à racine carrée de R2 au carré plus L oméga au carré. Donc, tu peux élever ça au carré pour trouver cette expression. Ensuite, qu'est-ce que maintenant tu vas faire? Tu prends aux bornes du circuit R1, R2 et L. Quand tu prends aux bornes du circuit R1, R2 et L, l'impédance, ça sera la somme des résistances au carré plus L oméga au carré. Maintenant, ça, tu vas également élever au carré, membre à membre. L'impédance Z au carré égale à ça. Maintenant, la partie là, on développe, c'est A plus B au carré. Tu auras R1 carré plus 2RR plus R2. Maintenant, observe bien. On avait dit que R1 égale à Z1. Donc, R1 au carré égale à Z1 au carré. Tu auras 2R1, donc 2Z1 fois R2. Mais, l'impédance de la bobine résistive Z2, on avait dit c'est racine de R2 au carré plus L oméga au carré. Mais si on élevait au carré, c'est ce qu'on avait trouvé Z2 au carré. Donc ça veut dire qu'on peut exprimer ça en fonction de ça. On peut trouver l'expression là. Et automatiquement R2 va apparaître ici. On tire 2ZR2. On envoie Z2 et Z1 par là. Ça change de signe. Après on tire R2. Le tout divisé par Z1. Vous voyez? Ça c'est R2 ça. Mais on sait bien que Z2 au carré égale à R2 au carré plus L oméga au carré. On avait trouvé ça précédemment, n'est-ce pas? Maintenant, ici, on remplace R2 par son expression. R2 est là. L'expression qui est là, on va élever au carré. Donc, on tire L oméga égale à Z2 au carré moins R2 au carré. Maintenant, R2 là, c'est ce qui est là, on élève au carré. Maintenant, ça c'est une fraction élevée au carré, numérateur au carré, dénominateur au carré, on aura 4Z1. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut les réduire au même dénominateur. 4Z1, on envoie ici, ça devient 4Z1, Z2 moins facteur de ça au carré. Le tout sur 4Z1 aussi. 4Z1, Z2 au carré, on peut dire 2Z1, Z2, le tout au carré. Maintenant, on avait L oméga au carré, n'est-ce pas? Quand on tire L oméga, le carré saute avec le radical. Pourquoi? Parce qu'ici, on a 4Z1. Quand on prend le carré, on saute. Le carré avec les 4, ça va rester 2. On trouve, voilà, 1 sur 2Z ici. Ça, maintenant, on élève au carré, moins la valeur qui est là au carré. En 2C, on me demande de calculer les valeurs de R1, R2 et L. Donc, il faut d'abord trouver les impédances parce qu'on a déjà exprimé les résistances en fonction des impédances. Tu calcules chaque impédance. Z1 c'est 40, Z2 c'est 34,57, Z c'est 62,857. Maintenant, pour calculer R1, on avait dit que R1 égale à Z1. Ça, on remplace les valeurs minutieusement. On trouve 14,45.
voir L, il faut partir de l'expression de l'impédance qu'on avait trouvée au niveau de la bobine résistive. Parce qu'on sait bien que Z2 au carré égale à R2 au carré plus L oméga au carré. N'est-ce pas? Donc, si on tire L, oméga au carré va rester. Si on tire L carré, oméga carré qui était là vient diviser notre expression. Mais oméga égale à 2πn. Quand on saute le carré ici, on met le radical. Oméga carré, ça sort, ça va rester 1 sur oméga. Mais comme oméga égale à 2πn, c'est pourquoi on va trouver cette expression. Mais on a déjà calculé oméga, c'est 100π, donc on aura 314. Donc on aura racine carrée de cette valeur au virgule 1 Henri. Mais si on veut, on peut utiliser l'expression qu'on avait exprimée. L'expression qu'on avait exprimée par vérification, c'est L oméga égale à 1 sur Z1, racine de 2ZZ, voilà, au carré, tout ça là. Ben, si on remplace minutieusement ici, on va trouver L oméga égale à 31,4. Donc, la valeur L oméga égale à 31,4 va beaucoup nous aider devant. Et si on tire L, ça sera 31,4 divisé par oméga. Oméga, c'est 314, donc ça va trouver aussi 0,1 Henri. On me demande d'exprimer l'intensité instantanée. On sait bien que la tension d'abord qu'on vient de déterminer précédemment a pour expression UT égale à 220 racine de 2 cos de 100 pt, n'est-ce pas? Alors, si tel est le cas, la phase phi, au niveau de la tension, on avait trouvé phi égale à 0. Ce qui veut dire que la tension est choisie comme origine des phases. Et donc, au niveau de l'intensité, il y aura phi. Mais, c'est quel type de circuit? Dans le circuit, il y a les résistances, il y a la bobine. S'il y a les résistances et il y a les bobines, ce qui veut dire, dans l'établissement des tensions, nous allons voir quelque chose de très important. La tension U de T est donc choisie comme origine des phases. Ainsi, I de T égale à IM cos de oméga T plus phi. Alors, il faut d'abord trouver les tensions instantanées, mais dans certains cas, on n'est pas obligé de les répéter. Au borne de R1, par exemple, la résistance R1, tu obéis à la loi d'Ohm. U1, tu vas dire U1 égale à R1 fois I, d'après la loi d'Ohm, en courant alternatif. U1 de T égale à R1 fois I de T. Mais comme I de T égale à I max cos de oméga T plus phi, ça veut dire que U1 de la résistance égale à R fois I max cos de oméga T plus phi. R2 aussi de la bobine, tu fais la même chose, R2 fois I max cos de oméga T plus phi. Maintenant, l'inductance de la bobine, nous le savons bien, c'est en avance de pi demi, mais il y a la phase phi qui existe, donc il y aura phi plus pi demi. Donc si nous remarquons ça, ça veut dire tout simplement les deux seront en phase avec l'intensité U1 et UR2, alors que UL est en avance de pi demi par rapport à l'intensité. Ce qui veut dire donc dans l'ensemble du circuit, la tension sera en avance par rapport à l'intensité. Si la tension est en avance par rapport à l'intensité, alors que la tension elle-même est choisie comme origine des phases, ça veut dire que l'intensité sera en haut ou en bas. L'intensité sera en bas. Et la tension, donc, dans la représentation de Fresnel, la tension va rester confondue à l'origine des phases. Le sens positif des phases sera là, mais l'intensité qui est là va rester ici en bas, I, et va faire un angle moins phi par rapport à l'origine. Pour représenter chaque grandeur, tu vas dire U1. Ça veut dire pour la première résistance, son amplitude c'est R1 fois IM, sa phase c'est phi. Donc, son amplitude c'est la longueur et sa phase c'est phi. Donc, l'origine est là, on met phi à ce niveau, donc R1 fois IM pour la tension au borne du conducteur ohmique va rester là, avec la phase phi, mais rester confondu à l'intensité, puisque U de R1 et l'intensité ont la même phase. Quand on finit de représenter l'amplitude, là où l'amplitude de R1 s'arrête, on commence l'amplitude de R2. R2, son amplitude c'est R2 fois I max, et sa phase c'est phi aussi, avec l'intensité. Donc, à partir de là, on met l'amplitude, c'est-à-dire la longueur de UR2,
ça devient R2 fois im. Quand on met ça, il fait donc aussi même angle phi, ou bien la phase phi, par rapport à l'origine, puisqu'il est en phase avec l'intensité. À partir de là, une fois que tu représentes là où termine la première amplitude, la deuxième amplitude, là où termine donc cette deuxième amplitude, tu représentes troisième amplitude pour la troisième fonction. La troisième fonction, c'est la bobine. La bobine aussi allait être en phase comme les autres, L oméga, cos de oméga t plus phi, mais en rotation de pi demi par rapport à I, parce que I donne oméga t plus phi, mais pour la bobine UL, on ajoute aussi pi demi. Donc, une fois que tu pouvais représenter son amplitude ici, L oméga fois I max, après tu mets en rotation de pi demi. Tu soulèves donc de pi demi par rapport à I, parce qu'il y a pi demi et les autres ne l'ont pas. Donc ici, si tu représentes L oméga fois I, tu vas venir à ce niveau-là. Donc, de l'origine jusqu'à l'extrémité, tu fais la somme de là jusqu'ici. Tu vas trouver donc la tension maximale. Et phi sera là. C'est comme ça, on peut faire donc la construction de Fresnel. On a fait la construction ici pour les tensions maximales. Et moi, souvent, j'explique ça avec la règle du gouvernement, d'un bon gouvernement. Pour qu'un gouvernement fonctionne comme il faut que quand le premier commence son mandat ici et termine son mandat, le deuxième commence son mandat à ce niveau et termine là, le troisième commence son mandat et termine ici. Et enfin, on fait le bilan du début du mandat jusqu'à la fin du dernier mandat. Donc ça, c'est le principe de la somme des tensions de façon graphique. Mais comme la bobine est résistive, on peut trouver aussi l'amplitude de la tension aux bornes de la bobine. Comme la bobine a pour résistance R2 et l'inductance L oméga, on peut faire la somme d'ici jusque là. Donc ça c'est pour la bobine et ça c'est pour l'ensemble du circuit. Alors, pour trouver donc l'intensité instantanée, il faut trouver IM égale à I efficace racine de 2. Après, I efficace c'est 3,5 fois racine de 2, tu vas trouver 5 ampères. Oméga, on connaît, c'est 100 pi radian. Maintenant, tangente de phi, comme on le voit, phi est négatif. Phi de l'intensité par rapport à la tension égale à moins L oméga sur R1 plus R2. Tu vas trouver moins cette valeur. Tu convertis ça en radian. Si tangente de phi égale à moins 0,572, ça veut dire que phi égale à arc tangente de moins 0,572 en radian, tu trouves 0,52. Tu peux trouver également sa valeur en degrés, après tu ramènes en radian. Maintenant, tu vas voir que phi égale à moins, l'intensité est donc en retard par rapport à la tension. On met le moins dans l'expression de l'intensité. Et il faut comprendre de façon générale, dans un circuit-ci, il y a seulement que les conducteurs ohmiques et la résistance, les conducteurs ohmiques et la bobine d'inductance L, alors la tension est forcément en avance par rapport à l'intensité et donc l'intensité est en retard. Et dans l'expression de l'intensité instantanée, n'oublie pas de mettre moins. Aux dipôles précédents, R et R2L, on va associer donc un condensateur en série. On va alimenter par la même tension. Le conducteur ohmique va avoir une haute tension, la bobine une haute tension, le condensateur sa tension aussi. On me demande de trouver la capacité du condensateur pour que l'intensité garde la même valeur. On s'applique la loi d'Ohm. Je dirais U égale à Z fois I, Z égale à U sur I. Je garde ça. Par ailleurs, pour le dipôle RLC qui se trouve ici, il y a deux résistances. N'oublie pas de faire la somme des résistances au carré. Mais comme il y a l'opposition entre la bobine et le condensateur, tu mets L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Ça, c'est l'expression de l'impédance. De là, maintenant, tu peux élever ça au carré. Quand j'élève ça au carré, j'aurai Z au carré. Donc, j'aurai ça. Mais comme Z égale à U sur I, j'aurai U sur I au carré. Maintenant, comme j'ai besoin de la capacité, je tire L oméga moins 1 sur C oméga au carré. L oméga moins 1 sur C oméga au carré, ça sera la valeur qui est là. J'envoie les deux résistances de l'autre côté, ça change de signe au carré, avec voilà, Z qui est égal à U sur I au carré. Quand je chasse le carré, j'ouvre le radical, mais comme L oméga est élevé au carré, je mets ici plus ou moins racine. Quand on élève ça au carré,
les plus et moins vont partir, le carré va revenir et on revient à la même chose. Donc de là, on aura deux tentatives, soit L oméga moins 1 sur C1 oméga égale à ça, à plus, ça veut dire la valeur positive, ou bien 1 sur C oméga, 1 L oméga moins 1 sur C2 oméga égale à moins la valeur négative. De là, qu'est-ce qu'on va faire? On prend moins là, on envoie par là, et on prend ça, on envoie ici. On prend moins là, on envoie par là, on prend ça, on envoie ici. Donc on va trouver les deux expressions. On aura moins, on aura plus. Donc on aura ça ou l'autre côté. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On fait le produit des moyens et des extrêmes. Quand on fait le produit des moyens et des extrêmes, C1 oméga va multiplier toute l'expression là. Donc ça sera 1 égale à C1 oméga facteur L oméga moins racine de tout ceci. Vous voyez? Ou bien encore, on peut prendre ici l'inverse. Quand on prend l'inverse, ici on prend l'inverse. Ça sera 1 divisé par ça. Maintenant, quand c'est tire C, on va aussi multiplier tout par oméga. Donc, je vais trouver les valeurs qui sont là. J'ai deux valeurs possibles. Je vais d'abord remplacer. C'est le calcul qui va juger. Je remplace minutieusement ces valeurs. Je vais trouver que la première valeur est égale à moins. Je vais rejeter. Et je vais trouver que la deuxième valeur est égale à 50,7 microfarad. Maintenant, on me demande d'établir l'expression de l'intensité instantanée. Pour établir l'expression de l'intensité instantanée, il faut savoir est-ce que le circuit est inductif ou capacitif. C'est pourquoi il faut d'abord chercher la nature du circuit pour un dipôle RLC. Il faut comparer L oméga et 1 sur C oméga, c'est très important. L oméga, on a déjà calculé avant, parce que c'est pour les mêmes tensions, on va trouver 31,4. Après, 1 sur C oméga, on trouve 62,8. On voit que bien 1 sur C oméga est supérieur à 1 L oméga, donc le circuit est capacitif. Mais au début, c'est la même tension qu'on a utilisée, donc la tension, la phase est égale à 0. Donc ça veut dire que l'intensité pourra s'écrire par plus I fois U. En fait, pour un circuit capacitif, la tension est en retard par rapport à l'intensité. Donc l'intensité est en avance. Il faut que la phase soit positive. Donc si on représente la tension à l'origine, l'intensité I sera au-dessus de la tension. Mais si le circuit est inductif, ça veut dire si la tension est en avance, si la tension est en haut, l'intensité sera en bas. C'était dans le premier cas qu'on avait vu. Mais ici, la tension est en retard. Donc si la tension est en bas, l'intensité sera en haut. C'est là maintenant on va représenter. Mais le problème qui est là, c'est que les tensions au bord des résistances se confondent toujours avec l'intensité. C'est ce qui nous pousse souvent alors à confondre les tensions des résistances avec l'intensité. Donc si l'intensité monte, les résistances aussi montent avec l'intensité. Si l'intensité descend, les résistances descendent. L'intensité maximale égale à I efficace 5 ampères et oméga on connaît. Pour trouver phi, il faut d'abord faire la construction de Fresnel. Cette construction est là. Qu'est-ce que nous allons faire? Pas de panique. La phase, c'est ici. Ça, c'est la phase. C'est l'horizontale. C'est la tension qui est choisie comme origine. Tu mets le sens positif. La flèche qui est là, ça veut dire le sens positif. Après, on a dit que l'intensité est en avance. Donc, I sera en avance ici. Alors, tu traces I. Tu mets phi par rapport à la tension. Quand tu traces I, tu laisses maintenant la tension. Tu travailles avec I. Maintenant, sur I, on sait bien que les résistances sont en phase avec I. Donc, tu traces pour la première résistance, tu traces son amplitude jusque-là. Là où s'arrête l'amplitude de la première résistance, tu traces l'amplitude de la deuxième résistance. Là où s'arrête l'amplitude de la deuxième résistance, tu traces l'amplitude de l'inductance L oméga. Mais on avait dit que L oméga est inférieur à 1 sur C oméga. Donc, L oméga sera court et 1 sur C oméga sera long. Donc, arrivé à ce niveau, comme L oméga est en rotation de pi demi, n'oubliez pas, vous montez jusque-là en faisant pi demi. Arrivé ici, vous tracez aussi 1 sur C oméga. Mais 1 sur C oméga est en rotation de moins pi demi. Dans les dipôles RLC, c'est toujours comme ça. Donc ici, tu mets la flèche, moins pi demi. Là où L oméga s'arrête, tu commences à tracer 1 sur C oméga. Mais comme 1 sur C oméga est très long, ça va venir, ça va compenser L oméga, ça va dépasser, ça va toujours continuer à descendre jusque là. Arrivé là, tout ça là, c'est 1 sur C oméga. De là jusqu'ici, c'est L oméga. Maintenant, de là jusqu'ici, c'est la différence entre I sur C oméga et L oméga. Si tu mets I en facteur, tu auras 1 sur C oméga moins L oméga fois I. Maintenant, si tu quittes de début, tu viens ici pour les deux résistances, tu montes pour L oméga, tu redescends pour 1 sur C oméga,
tu vas faire la somme. La somme égale à l'origine du débit et l'extrémité à la fin. Tu vas trouver U. Tu vas voir bien que U va faire un angle phi par rapport ici à I. En plus, au bord de la bobine a une résistance. Donc, tu reviens à ce niveau. Tu dis pour la bobine, ça c'est sa résistance, ça c'est son inductance. Donc, tu fais la somme des deux là. Tu prends l'origine ici, tu prends l'extrémité ici, tu joins, tu vas trouver U2 au bord de la bobine. Et la phase qui est là-bas, c'est phi B. Mais la phase qui est là, c'est la phase du circuit. Maintenant, pour trouver la phase de l'intensité par rapport à la tension, bah, tu calcules tangente. Tangente de phi égale. Tu prends le triangle qui est là. Le côté opposé, c'est 1 sur C oméga L oméga fois I. Le côté adjacent, c'est la somme des deux résistances avec les intensités. C'est ce qu'on a trouvé. On peut mettre I en facteur, on simplifie. On va trouver ça. Après, on calcule très bien. On va trouver la même valeur. Phi égale à 0,52 comme précédemment. La différence est que ici, là maintenant, on met plus parce que l'intensité est en avance par rapport à la tension puisque le circuit est capacitif. Alors, la troisième partie intéresse ici la radioactivité. Nous allons étudier la datation par le carbone 14. Alors, vous devez comprendre très bien qu'en radioactivité, il y a plusieurs types. La radioactivité de type alpha, de type bêta moins, de type bêta plus, avec toutes les trois peuvent être accompagnées par une désexcitation gamma. Mais dans les exercices, les radioactivités les plus fréquentes sont les radioactivités de type alpha et de type bêta. Quand on dit radioactivité de type alpha, il faut tout simplement dire que, comme on en dit, un noyau est émetteur alpha. Donc au cours de la réaction, il y a la libération, il y a la formation d'un noyau d'hélium. L'hélium c'est 4,2He. Et les noyaux qui sont émetteurs alpha, on a le radium, on a aussi le thorium, on a aussi l'uranium 238. On a aussi quelques noyaux. On peut prendre également le bismuth. L'un des isotopes du bismuth, je crois c'est 213. Maintenant, ici nous allons étudier le carbone 14. Mais le carbone 14, on me dit c'est émetteur bêta-. Si on me dit un noyau est émetteur bêta-, c'est qu'au cours de sa réaction, il y a la libération de l'électron, -1 et 0. Mais cette émission de l'électron est souvent accompagnée de l'émission d'un antineutron. Ici, nu bar 00, ça c'est un antineutron. Maintenant, si on vous dit d'écrire l'équation de désintégration du carbone 14, comme je sais bien que c'est émetteur bêta-, je vais dire le carbone 14 donne AZX plus -1 0E plus nu bar. Maintenant, je vais équilibrer la réaction. Pour équilibrer la réaction, il faut appliquer les lois de Soddy. La loi est simple à appliquer ici. C'est le carbone 14 qui a donné tout ça là. Ça veut dire que le 14 de carbone 14 sera égal à A plus 0 plus 0. C'est ce qu'on appelle conservation en nombre de masse. Alors que le 6 du carbone est égal à Z, après -1, après plus 0. C'est ça qu'on appelle conservation en nombre de charges. C'est facile. C'est ça qu'on appelle les lois de Soddy. Donc quand tu dis conservation en nombre de masse, tu dis le nombre de masse du carbone 14 c'est 14 plus A plus 0 plus 0. Tu vas trouver A égale à 14. Z, si tu vas dire encore 6 égale à Z moins 1 dans la conservation en nombre de charges. Tu vas trouver Z, 1 vient par là, ça devient 7, donc Z égale à 7. Maintenant, tu dis le noyau X qui s'est formé a pour masse atomique 14 et numéro atomique 7. Tu te poses maintenant la question, quel est le corps dont la masse égale à 14, le numéro égale à 7? C'est l'azote. Donc, quand tu trouves l'azote, tu reviens, tu remplaces dans l'équation que tu as trouvée, tu vas trouver ça. Maintenant, quand on te demande de citer les lois utilisées, ce sont les lois de Soddy. Pour équilibrer la réaction, on a appliqué les lois de Soddy. On a la conservation du nombre de masse ou nombre de nucléons et la conservation du nombre de charges. Bien, alors on veut déterminer l'âge de la maison de mon arrière-grand-père. Je vais prendre mon arrière-grand-père, pour vous là, je ne sais pas. Maintenant, on me demande de calculer l'âge en question. Bon, on m'a donné la période de carbone 14. Je dois d'abord comprendre que l'activité d'une source radioactive
obéit à la loi de la décroissance. En fait, quand on prend un bois, on coupe récemment ce bois-là, son activité est grande. Maintenant, quand le temps commence à évoluer, l'activité diminue progressivement. Par exemple, quand on fait une comparaison, on va dire par exemple, on a dosé un bois préhistorique. Son activité a donné actuellement A égale à, par exemple, 3 becquerels. Maintenant, on dit le même bois coupé récemment. Donc, le même bois coupé récemment aura une activité plus grande que l'activité du bois qui a préexisté. Parce que le bois qui a préexisté a été coupé, ça fait longtemps. Et depuis l'âge des temps, ou bien depuis l'évolution, son activité a diminué. Donc, A0 devient donc l'activité du bois qu'on vient de couper récemment, alors que A devient l'activité du bois préhistorique. Donc, comme l'activité obéit à cette loi de diminution, c'est la forme A égale à A0 exponentielle de moins lambda t. Lambda égale à la constante radioactive et T c'est le temps mis. A c'est l'activité restante, A0 c'est l'activité initiale. Tu tires exponentielle de moins lambda de T, tu vas trouver A sur A0. Ensuite, la période radioactive ou demi-vie, grand T, égale à ln de 2 sur lambda. Quand tu dis lambda égale à ln de 2 sur la période, tu peux remplacer ici encore. Tu vas trouver exponentielle de moins ln de 2 sur grand T fois T égale à A sur A0. Mais c'est T que j'ai besoin et qu'il y a exponentielle ici. Pour éliminer exponentielle, on envoie ln. Pour éliminer ln, on envoie exponentielle. Donc si je prends ln membre à membre, j'aurai ln exponentielle de ça égale à ln de ça. ln exponentielle de x égale à x. Notre x c'est moins ln de 2 sur t fois t. C'est ce que je vais trouver à ce niveau égale à ln de a sur a0. Mais l'exercice m'a déjà dit que le rapport a sur a0 donne 0,98. Donc je n'ai pas à me craindre, je laisse comme ça. Il y aura moins, bien sûr le moins va persister. Après, je fais le produit ici. T là, grand T, la période vient multiplier ln de A sur A0. Après, je tire T. Ça sera donc T ln de A sur A0 sur ln de 2. Donc, ça sera moins T ln de A sur A0 sur ln de 2. Après, je fais l'application. La période du carbone 14, c'est 5570 ans. ln de le rapport A sur A0 égale à 0,98 sur ln de 2. ln de 2 égale à 0,69. Maintenant, ln de 0,98, comme c'est inférieur à 1, ça sera une valeur négative. La valeur négative, avec le moins, ça devient plus. C'est la multiplication là qui me donne 162 ans. Donc, la maison de mon arrière-grand-père a duré plus de 1 siècle et demi. Alors mes amis, voilà, nous sommes à la fin de notre étude. Si ces vidéos vous ont plu, nous vous recommandons de vous abonner si vous êtes nouveau, à activer la cloche de notification, mes amis. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.